Prisonniers détenus dans des conditions inhumaines ou dégradantes, plaignants attendant depuis de nombreuses années que les tribunaux civils examinent leur affaire, parents d'enfants placés, journalistes poursuivis ou persécutés pour avoir critiqué des hommes politiques. Voici quelques-unes des personnes qui s'adressent à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Il y en a beaucoup d'autres. Depuis 1995, la Cour siège dans ce bâtiment conçu par l'architecte britannique Richard Rogers. Il est doté d'un vaste hall d'entrée en verre, symbole de l'accessibilité de la Cour. Voici la salle d'audience principale. Au sol, le drapeau européen avec ses 12 étoiles. Conçu à l'origine pour être le logo du Conseil de l'Europe, ce symbole de solidarité a également été adopté par l'Union européenne. C'est ici que se tiennent les audiences publiques devant la Cour, qui siège soit en chambre de 7 juges, soit en une grande chambre de 17 juges. La Cour. La nouvelle Cour a été inaugurée le 1er novembre 1998 à la suite d'une réforme radicale. Depuis lors, des juges venant de près de 50 pays européens y siègent à plein temps. Les juges possèdent une connaissance approfondie des lois et du système juridique de leur pays. Ils sont totalement indépendants et ne représentent aucun intérêt national. Je déclare solennellement que j'exercerai mes fonctions de juge avec honneur, indépendance et impartialité et que j'observerai... Alors que les images des camps de concentration et des atrocités de la Seconde Guerre mondiale étaient encore présentes dans toutes les mémoires, de nombreux pays européens se rassemblent au sein d'une nouvelle institution, le Conseil de l'Europe. Sa mission, sauvegarder la paix, défendre les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit dans toute l'Europe. C'est dans cet objectif que fut rédigé le premier traité du Conseil et le plus important, la Convention européenne des droits de l'homme. La Convention fut signée le 4 novembre 1950 par 12 pays. Elle est entrée en vigueur en septembre 1953. En 1959 a été instituée la Cour européenne des droits de l'homme qui a pour mission d'examiner les allégations de violation de la Convention. Article 2. Everyone's right to life shall be protected by law. Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. Jedermann hat Anspruch auf freie Meinungsäußerung. Herkes gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle Ingen får fällas till ansvar för någon gärning. La Convention garantit notamment la liberté d'expression, la liberté de pensée et de religion, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit de se marier et le droit à l'instruction. Le plus fondamental de tous les droits est le droit à la vie.
La Cour a traité un certain nombre d'affaires relatives à la disparition ou au décès de personnes placées en garde à vue dans des postes de police ou en prison, parfois sans même que les autorités reconnaissent qu'elles avaient été arrêtées. Certaines de ces affaires introduites contre la Russie concernent les traitements subis par la population tchétchène. L'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants est un autre droit fondamental. En 1999, la France a été jugée responsable des tortures infligées à Ahmed Selmouni, condamné pour trafic de drogue alors qu'il était en garde à vue. La Cour estima fondées les allégations de M. Selmouni qui déclara que les policiers avaient uriné sur lui, l'avaient frappé et menacé avec un chalumeau et une seringue. La Cour a jugé en 1989 qu'il y aurait eu violation de l'article 3 si le Royaume-Uni avait extradé Jens Söring, un ressortissant allemand, vers l'État de Virginie aux États-Unis où il était accusé du meurtre des parents de son ami. Elle a considéré que puisque la peine de mort était appliquée en Virginie, M. Söring risquait de passer de 6 à 8 ans dans le couloir de la mort sans savoir s'il serait exécuté ou non. La Cour a conclu que ce serait en soi constitutif d'un traitement inhumain et dégradant. Toutefois, les griefs les plus couramment soumis à la Cour ont pour objet le droit à un procès équitable ou le temps qu'il faut pour attendre pour que les tribunaux résolvent les affaires. C'est en Pologne et surtout en Italie que le problème se pose avec le plus d'acuité. La Cour a reçu des milliers de requêtes de la part de personnes qui ont parfois dû attendre plus de 20 ans pour obtenir une décision définitive. De nombreuses affaires portant sur la non-exécution de décisions de justice définitives ont également été dirigées contre la Russie et l'Ukraine. Ainsi, Anatoly Bourdov, qui avait travaillé sur le site de Tchernobyl après la catastrophe nucléaire, a attendu plusieurs années avant que les autorités russes lui versent les indemnités accordées par les tribunaux pour ses problèmes de santé. Depuis plus de 50 ans, la Cour s'est prononcée sur de nombreux sujets de société. Des questions liées à l'avortement, le suicide assisté, les fouilles à corps, l'esclavage domestique, le droit pour une personne née sous X de connaître ses origines, l'adoption par des homosexuels, le port du foulard islamique dans les établissements d'enseignement, la protection des sources journalistiques, la discrimination à l'égard des Roms ou encore les questions touchant à l'environnement. Avant la création de la Convention et de ses différents protocoles, les individus ne pouvaient soumettre à une juridiction internationale des requêtes dirigées contre leur propre gouvernement pour se plaindre de violations des droits de l'homme. De même, un État ne pouvait présenter une requête concernant la manière dont un autre État avait traité ses ressortissants. Depuis l'origine, la plupart des requêtes soumises à la Cour émanent de simples particuliers. Parfois, les requérants sont des personnes connues dans leur pays ou même mondialement, comme la princesse Caroline de Hanovre, qui a obtenu gain de cause en 2004 dans une affaire qui l'opposait à l'Allemagne. L'État a été condamné pour avoir violé le droit au respect de la vie privée de la princesse en ayant laissé publier des photos prises à son insu par des paparazzis. Les affaires traitées par la Cour peuvent aussi se rapporter à des questions politiquement sensibles, comme la poursuite des personnes responsables des tirs qui ont tué des Allemands de l'Est tentant de se réfugier à l'Ouest en passant le mur de Berlin. Egon Krenz, qui était président du Conseil d'État à l'époque des faits, a contesté la légalité de sa condamnation pour meurtre en raison des tirs. Toutefois, la Cour a dit à l'unanimité qu'il n'y avait pas eu violation à son égard des droits garantis par la Convention. Certaines personnes ont du mal à accepter l'un des aspects du système de la Convention. Les droits et libertés sont garantis pour tout le monde, y compris les criminels condamnés. Par exemple, la Cour a dit que 2 garçons britanniques de 10 ans qui avaient assassiné un petit enfant n'avaient pas bénéficié d'un procès équitable.
Elle a constaté qu'ils n'avaient pu participer de manière effective à leur procès qui s'est déroulé en public pendant 3 semaines devant un tribunal pour adultes non adapté aux besoins de délinquants aussi jeunes. Le nombre total de personnes protégées par le système de la Convention est en soi stupéfiant. Environ 800 millions de personnes vivent dans les pays qui ont ratifié la Convention, soit une région qui s'étend sur 18 fuseaux horaires, du Groenland à Chypre et du Portugal à Vladivostok, à l'extrême est de la Russie. Les non-européens, qu'il s'agisse de réfugiés, de touristes ou de personnes qui se trouvent relevées de la juridiction du pays concerné, sont également protégés. Ainsi, la Belgique a été condamnée en 2006 pour la détention d'une fillette congolaise de 5 ans pendant plus de 2 mois dans une zone de transit de l'aéroport de Bruxelles. Toutefois, toutes les personnes s'adressant à la Cour pour obtenir de l'aide ne parviennent pas à engager une action. La Cour reçoit plusieurs centaines de lettres et d'appels téléphoniques par jour, sans compter les télécopies et courriers électroniques. Les requêtes sont triées puis envoyées à l'une des unités de la Cour. À partir de là, il y a un certain nombre de critères à respecter. Les requérants doivent avoir épuisé tous les recours juridiques disponibles dans le pays concerné, ce qui peut prendre de nombreuses années. Ils doivent aussi s'être adressés à la Cour dans les 6 mois suivant la date de la décision interne définitive et être en mesure d'alléguer qu'au moins un des droits garantis par la Convention a été violé à leur égard et que la responsabilité en incombe à l'un des pays ayant ratifié la Convention. Il faut aussi que les événements en question se soient produits après que l'État concerné ait ratifié la Convention. Pour l'Ukraine, par exemple, cela signifie que les faits intervenus avant le 11 septembre 1997 ne sont pas pris en compte. Toutes les décisions concernant la recevabilité des affaires sont prises par les juges qui siègent en comité de 3 juges, en chambre de 7 juges ou en grande chambre de 17 juges. La Cour ne rend un arrêt que dans les affaires recevables. Elle statue sur le point de savoir s'il y a eu violation de la Convention et octroie une réparation le cas échéant. 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention. It also decided that the other 3 applicants were to forfeit their parliamentary office. Les arrêts sont contraignants. L'État concerné doit verser l'indemnité éventuellement accordée, traiter les questions soulevées par le cas du plaignant, mais aussi prendre les mesures nécessaires pour que la même situation ne se reproduise pas. Il peut notamment adopter une nouvelle loi ou réformer une procédure. C'est au comité des ministres, l'organe exécutif du Conseil de l'Europe, qu'il incombe de veiller au respect des arrêts de la Cour et à l'adoption des remèdes nécessaires. Le comité se compose des ministres des Affaires étrangères des États membres du Conseil ou de leurs représentants permanents. Il se réunit à intervalles réguliers pour débattre de l'exécution des arrêts de la Cour. Les affaires restent inscrites à son ordre du jour jusqu'à ce que ses membres soient convaincus que l'arrêt a été exécuté et que les mesures nécessaires ont été prises pour que le nouveau problème en cause ne se pose pas à nouveau. La présence de représentants de tous les États membres du Conseil permet de faire politiquement pression sur tous les pays qui s'acquittent de leurs obligations avec lenteur. Les arrêts ont conduit à de très nombreux changements des législations nationales et ont permis notamment de faire rejuger des personnes condamnées suite à un procès inéquitable, de restituer à leurs propriétaires des biens expropriés ou d'assurer une indemnisation adéquate, d'octroyer un permis de séjour à des personnes menacées d'expulsion ou encore d'avoir une égalité de traitement entre ressortissants allemands et étrangers pour l'octroi d'allocations familiales. Aujourd'hui, bien que la Cour soit plus productive que jamais, les agents travaillent sous une pression croissante. Le nombre des nouvelles requêtes adressées à la Cour ne cesse d'augmenter.
De très nombreuses affaires, souvent complexes, proviennent des derniers États à avoir adhéré au système de la Convention, tandis que les nouveaux protocoles à la Convention qui interdisent la discrimination et la peine de mort vont encore alourdir la charge de travail de la Cour. La rationalisation du travail a toutefois ses limites. En définitive, les gouvernements devront prendre des mesures au niveau national, à la fois pour veiller à la prompte exécution des arrêts de la Cour et pour résoudre les problèmes sous-jacents qui se posent dans les domaines juridiques et des droits de l'homme. Depuis un demi-siècle, la Cour est le bastion des droits de l'homme en Europe, la conscience de l'Europe. Afin de poursuivre efficacement son œuvre pendant encore 50 ans et plus, elle devra pouvoir compter sur le soutien sans faille des gouvernements européens.